Un dernier mot de l'UFC 311, la frustration de Brandon Royval, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le vendredi 17 janvier 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Arman Tsarukyan, samedi, va défier Islam Makhachev pour la ceinture des poids légers de l'UFC. Cette fois-ci, il compte bien suivre les conseils de ses coachs. Il a trop souvent, d'après lui, par le passé, laissé tomber la stratégie une fois que le combat commençait. Il explique d'ailleurs que c'est pareil dans sa vie de tous les jours. Il a tendance à n'écouter personne, mais assure que le titre étant en jeu cette fois-ci, ce sera totalement différent. Il y a quelques semaines, j'en avais parlé, il avait déclaré que Makhachev n'avait que le MMA dans sa vie, alors que pour lui ce n'était qu'un loisir, ce qui lui mettait beaucoup moins de pression sur les épaules. Il est revenu sur ses propos en déclarant cette fois qu'en effet, il a commencé le MMA seulement pour se divertir, mais que maintenant devenir champion est son objectif et qu'il prend les choses très au sérieux. Vous le savez, ce combat, ce sera l'occasion pour lui de laver sa défaite subie lors de son premier combat au sein de l'organisation face aux Russes. On lui a donc forcément demandé si affronter Makhachev à l'occasion d'un combat de championnat avait une signification particulière pour lui. Il répond que non, l'important c'est de prendre cette ceinture, peu importe contre qui, et même si Islam n'était pas champion et qu'il avait le choix entre une revanche ou un combat pour le titre, il aurait choisi la seconde option. Par contre, il a laissé entendre qu'il ne serait pas contre un troisième combat si l'UFC lui proposait, nous promettant une trilogie de folie. Et puis il a répété ce qu'il avait déjà dit, à savoir que ce combat allait être différent du premier, il a progressé en striking et il a l'impression que cette fois, les choses vont plutôt se passer debout qu'au sol. Et puis pour finir, deux choses assez drôles. La première, il avait pour projet, en cas de victoire, de traverser la Russie à pied avec la ceinture. Finalement, il s'est rendu compte que ce n'était pas faisable, ça allait lui prendre environ 180 jours. Par contre, il compte maintenant le faire en voiture, et ça devrait lui prendre seulement, entre guillemets, entre 10 et 15 jours. Et puis la seconde, il a été interrogé sur sa fortune personnelle, puisqu'on peut lire un peu partout depuis quelques jours qu'il viendrait d'une famille très riche et n'aurait pas besoin de combattre pour vivre. Lui il répond rigolant qu'il n'a pas beaucoup d'argent, mais que son père peut-être en effet pourrait en avoir un peu. Et puis il y a même certains combattants qui l'auraient surnommé le Bruce Wayne arménien, en référence à Batman. Lui répond qu'il n'avait pas du tout la référence, qu'il ne regarde pas de film. Bon, Batman c'est très connu, je pense qu'il connaissait Batman, mais peut-être pas Bruce Wayne. Il s'amuse un peu de la situation. Par exemple, quand on lui demande qu'est-ce que tu ferais si tu n'étais pas combattant, il répond: ah, je serais sur mon île en train de boire. Bon voilà, il est rentré dans la peau du personnage, et puis juste pour la petite histoire, son père serait un très riche entrepreneur et toute sa famille serait plutôt fortunée. Face à lui donc, on aura le champion Islam Makhachev. Lui au contraire assure qu'il écoute toujours les conseils de ses coachs et leur fait extrêmement confiance. Il voit des choses que le combattant, lorsqu'il est en action, ne peut pas voir, c'est ce qu'il a expliqué. D'après lui d'ailleurs, le point fort de son adversaire, c'est la lutte. À chaque fois qu'Arman est dépassé debout, il va chercher un takedown et réussit à s'en sortir comme ça. Forcément, il pense que face à lui, sa défense de lutte, et puis même sa lutte en général, étant très bonne, ça ne fonctionnera pas. Il assure aussi que si Tsarukyan connaît un tel succès et est si bien classé, c'est parce qu'il y a très peu de bons lutteurs dans la catégorie. Et puis on lui a aussi demandé s'il s'agissait du plus gros test de sa carrière à ce jour. Il a répondu que tous les combattants à ce niveau sont extrêmement dangereux, mais que s'il fait ce qu'il a à faire, il devrait s'imposer. Et puis il a aussi déclaré ne pas se projeter après ce combat. Il dit n'avoir jamais refusé personne et fera ce que lui demande l'UFC. Alors un jour Makhachev il veut monter chez les welters, un jour il veut pas, un jour il sait pas. C'est assez flou tout ça. Je pense qu'il y a des négociations qui vont se passer une fois ce combat-là, une fois que le combat sera fait, et on devrait en savoir plus dans les semaines qui viennent. Sortons un peu de cette UFC 311 maintenant avec Caio Borraio, 17 victoires pour une défaite, qui a évoqué son entraînement avec Alex Pereira. Il ne connaissait pas personnellement Poatan avant ça d'ailleurs, c'est ce qu'il nous apprend. Il explique qu'il cherche toujours à apprendre et qu'il faut, afin de progresser, toujours avoir une attitude de ceinture blanche, c'est-à-dire une remise en question permanente et une volonté de progresser, vous l'aurez compris. Forcément, il n'a pas donné trop de détails sur les possibles sparring qu'ils ont pu faire ensemble, mais il a été marqué par le fait que le champion avance en permanence et impose toujours une pression continue.
D'après lui d'ailleurs, Powhatan a eu raison de monter en moins de 93 parce que la perte de poids est un handicap dans la défense de lutte. C'est lié bien sûr à la perte de force physique. Et puis surtout, si le combat dure dans le temps, ça va devenir de plus en plus compliqué. Pereira, possédant le pied-point qu'on lui connaît, il a tout intérêt à maximiser sa défense de takedown. Je suis entièrement d'accord avec lui. Lui, Borayo, il se prépare à combattre et se dit prêt à entrer dans l'octogone en dernière minute si quelque chose arrivait à Dricus du Plessis ou Strickland, mais aussi à Adesanya ou Imavov, très intéressant. Et puis d'ailleurs, concernant ce combat Imavov contre Adesanya, il pense que Israël Adesanya a choisi d'affronter Imavov et que l'UFC ne lui a rien imposé. Sinon, il aurait aimé revenir d'ici mars ou avril. Il avait dans l'idée d'affronter Robert Whittaker, mais il semblerait que l'ancien champion ne veuille pas revenir tout de suite. Affaire à suivre pour notre ami brésilien. Brandon Royval, on est chez les flyweight, un palmarès de 17 victoires pour 7 défaites. Il estime mériter de nouveau un combat pour le titre et a semblé assez agacé que l'UFC parle de ses combats comme de potentielles demi-finales, alors que lorsqu'il s'impose finalement, il se voit contraint de combattre de nouveau. Il a l'impression qu'il s'agit de demi-finales en effet, mais seulement pour ses adversaires, et que tant que Pantoja sera champion, il n'aura pas de nouvelle chance à la ceinture. Pour rappel, il s'est déjà incliné 2 fois face aux Brésiliens, dont une pour la ceinture, c'était il y a un tout petit peu plus d'un an. Ce qui le fait s'interroger sur son futur, forcément. Il envisage parfois une montée chez les poids coqs. Il nous apprend par la même occasion que c'est une catégorie dans laquelle les combattants sont mieux payés. Il ne sait pas s'il pourrait réellement devenir champion dans cette catégorie. Par contre, il est convaincu de pouvoir rivaliser avec l'élite. Ajoutons que ce qui compte pour lui, c'est avant tout d'être actif. Il a tenu à le souligner. Son prochain adversaire, c'est Manel Capé. On lui a fait remarquer que ce dernier frappe très fort. Et donc, on lui a demandé si ça pouvait d'une certaine façon l'impressionner. Lui, il répond qu'il a déjà combattu en poids plume et en poids coq, en plus contre des adversaires qui eux aussi frappaient très fort. Et que ce combat, finalement, ce sera l'occasion pour lui de sortir sa plus belle lutte et surtout le meilleur de ses game plans. Et puis pour conclure, il a évoqué sa façon de s'entraîner. Il vit dans le Colorado, il a une équipe autour de lui, un cercle proche, mais il va s'entraîner partout dans l'État, ce qui lui donne l'occasion de côtoyer des sparring de haute qualité, mais aussi des coachs renommés. J'ai par exemple appris qu'il avait parfois l'occasion de s'entraîner avec Cory Sandhagen ou encore sous les ordres de Trevor Whitman, ce qui n'est pas donné à tout le monde. On reste dans cette catégorie, la plus légère à l'UFC d'ailleurs, avec le champion Pantoja qui aimerait être de la partie pour la carte de Miami au mois d'avril. Il rappelle qu'il vit dans cette ville, ça lui ferait donc très plaisir d'y combattre. Et puis bien qu'il n'ait pas d'adversaire en tête et qu'il assure que tout est possible dans la catégorie, il avoue que Royval justement aurait mérité de nouveau d'avoir sa chance, mais leur dernier affrontement étant assez récent, il ne croit pas vraiment que ça arrivera. Direction les poids welter maintenant avec le champion Bilal Muhammad, 24-3, qui vise un retour au mois de mai contre Shavkat Rakhmonov. Ça semble logique. Je rappelle que les deux devaient s'affronter en décembre, mais suite à une blessure de Muhammad, le combat a été annulé et Shavkat a finalement affronté et battu Ian Gary. D'ailleurs, concernant cette blessure, le champion a déclaré qu'annuler le combat et ne pas pouvoir s'entraîner pendant 6 semaines avait été très frustrant. Il estime qu'il n'y a pas dans la catégorie de prétendant clair une fois qu'il se sera débarrassé de Rakhmonov. On lui a donc demandé si un combat contre Makhachev, le champion de la catégorie du dessous, qui lorgne une deuxième ceinture, était envisageable. Il répond qu'au vu de leur amitié, non, mais que le Russe pourrait très bien tenter sa chance dans la catégorie supérieure, chez les 84 kilos donc, mais il déclare que lui aussi pourrait un jour envisager de tenter de s'emparer de cette ceinture. Alors je ne parle pas d'un combat des deux en poids moyen, ça me semble totalement irréalisable. Bilal Muhammad, j'ai vraiment l'impression qu'il ne veut pas affronter Makhachev, mais comme je vous l'ai déjà dit, je pense que Makhachev n'aurait pas besoin de grand-chose pour accepter ce combat, même si, comme je vous l'ai dit juste avant, il change régulièrement de version. Je pense que si ça bloque, ce sera surtout du côté de Bilal Muhammad et pas d'Islam Makhachev. Un petit détour par le GFL maintenant, et ils ont annoncé pas mal de signatures, pas mal de combattants qui pourraient potentiellement être draftés. On commence avec Mauricio Shogun Rua, mais aussi Yoel Romero, Chad Mendes, Renan Barao, Douglas Lima, Ovins Saint-Preux et Todd Duffy. Todd Duffy, il aura fait l'UFC, il aura fait le KSW, il a aussi été dans la ligue, je crois, de Jorge Masvidal, le MMA à main nue. Sacrée carrière. Et puis, ils nous ont aussi parlé des équipes qui allaient arriver. Les équipes auront chacune un manager et un coach. Je vais donc vous les citer. On aura une équipe à Los Angeles. Manager Vanderlei Silva et coach Rafael Cordero.
Une autre à New York, on connaît pour l'instant seulement Ray Longo qui fera partie de l'équipe, qui sera très certainement entraîneur, mais on ne sait pas encore qui sera le manager. Une autre à Miami avec Thiago Alves comme manager et le coach Conan Silveira en tant que coach, bien sûr. À Sao Paulo, ça va être Lyoto Machida, le manager, et le coach André Paderneras. À Londres, on aura pour manager Luc Barnat et comme entraîneur Karl Prince. Et puis enfin à Dubaï, ça on le savait, manager Ken Velasquez et coach Javier Mendes. Que va donner le GFL, je ne sais pas. Mais il y a une liste de vétérans, ça commence à être impressionnant. On continue notre petit tour en dehors de l'UFC avec de la boxe anglaise et Gervonta Davis qui réclamerait 150 millions de dollars pour une revanche contre Ryan Garcia. Les chiffres de la boxe anglaise font rêver par rapport à MMA, même s'il n'en obtient que 50 millions, ce serait forcément déjà énorme. Je vous passe une petite vidéo de Raúl Rosas Jr. en plein sparring. Alors la vidéo, je viens de la voir, je l'avais jamais vue avant. Je ne sais pas si c'est récent ou si ça date d'un petit moment, mais c'est un sparring et il y a un moment, vous allez voir, c'est d'une intensité. Je ne sais pas s'ils avaient quelque chose à régler l'un avec l'autre, ça se calme un peu sur la fin, mais sacré sparring. Et là, c'est la grosse nouvelle, je ne sais pas du tout quoi en penser. Il y aurait dans les tuyaux, j'ai vu passer ça sur plusieurs sites d'information, un combat entre Pereira et Volkov. Alors forcément, ça se passerait chez les poids lourds. Je n'y comprends plus rien. Pereira, la logique voudrait qu'il affronte Ankalaev. Le manager d'Ankalaev l'a d'ailleurs déjà déclaré que c'était fait. Lui, Pereira, n'a rien dit du tout. Parfois, on l'entend dire qu'il n'est pas prêt à monter chez les lourds, qu'il lui faudrait 6 mois pour se préparer, etc. Je vous en ai parlé encore cette semaine. Et là, ça tombe Pereira contre Volkov. Volkov, il a gagné le jackpot, hein, franchement. Il sort d'une défaite. Ça semble compromis pour lui d'avoir la ceinture, en tout cas de l'avoir tout de suite. On lui donne Pereira. Le coup de projecteur sur lui va être énorme. J'ai un peu de mal à y croire, très honnêtement. Le combat, par contre, m'intrigue parce que ça risquerait de se passer debout. Même si Volkov est devenu très intelligent, il pourrait amener le combat au sol, ce serait bien vu de sa part. Mais ne serait-ce que le physique de Volkov, cette allonge de dingue, ça serait une problématique pour Pereira, hein, comme c'est une problématique pour tout le monde. J'espère vraiment voir ce combat. Maintenant, c'est vrai que ça bloquerait la catégorie des lourds légers. Chez les poids lourds, ça ferait pas vraiment de sens. Donc ce serait divertissant, mais en fait ce serait plutôt une épine dans le pied pour le scénario UFC, la quête de la ceinture, etc. Écoutez, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire niveau actualité. Et tout de suite, hein, c'est le retour des UFC. La semaine dernière, c'était le Fight Night. La retour du pay-per-view. Je vais vous dire ce que je pense de la carte principale. Je vous affiche les cotes à l'écran. Comme toutes les semaines, si vous voulez une analyse beaucoup plus poussée, UFC, analyse et pronostic, allez voir son travail. C'est toujours top. Et on commence avec Kevin Holland, une cote à 1,86 contre Rainer Derrider, une cote à 1,82. C'est sûr que si les choses vont au sol, ça va être compliqué pour Holland. Maintenant, Rainer Derrider, sa lutte n'est pas terrible, il a du mal à amener ses adversaires au sol. Holland frappe fort, Holland frappe vite, il peut avoir des trajectoires assez difficiles à lire. Moi, personnellement, j'irais plutôt avec Holland sur ce coup-là. Ensuite, Benel Dariush contre Renato Moicano. Dariush à 2,25, Moicano à 1,54. C'est vrai que là, ça devient compliqué de parier pour Dariush. Il est sur 2 défaites de suite. Il avait l'air totalement à côté de la plaque à chaque fois. Maintenant, ça reste des défaites contre l'élite. Oliveira, Tsarukyan, Renato Moicano, pour l'instant, semble être quand même un cran en dessous. En tout cas, il n'a pas encore prouvé qu'il pouvait rivaliser avec ces gars-là. Mais comme on en reparlera dans la minute auditeur, Moicano, c'est son moment ou jamais à son âge. Une défaite contre Dariush, surtout le Dariush d'aujourd'hui, ça ferait très mal à sa carrière, ça ferait très mal à son ascension. J'ai aussi l'impression que Moicano, on le voit un peu plus beau qu'il ne l'est, surtout en France, depuis qu'il a complètement roulé sur Benoît Saint-Denis. Maintenant, voilà, si je devais mettre un billet, je le mettrais sur Moicano. Attention, attention à la malédiction du vétéran, comme je le dis souvent, le vétéran qu'on enterre et qui revient. Maintenant, ça reste Benel Dariush, il peut avoir un sursaut d'orgueil, mais ce que j'ai vu de ses derniers combats, moi personnellement, j'étais déjà pas fan de lui quand il était au top, entre guillemets, mais il fallait reconnaître que ça fonctionnait, c'était une bonne formule. Là, c'est vrai qu'il a vraiment l'air d'être sur la fin, donc j'irai plutôt avec Moicano sur ce côté-là. Projaska contre Jamal Hill, Projaska à 2, Jamal Hill à 1,68. Si Jamal Hill est très bien remis de sa blessure, bien remis mentalement aussi de son chaos face à Pereira, parce que ça peut laisser des traces, surtout sur la confiance en soi, je vais y aller avec Hill qui est plus propre techniquement, qui est plus posé, qui a une bonne analyse, qui est précis. Pereira, ça part dans tous les sens, il peut surprendre n'importe qui, hein. C'est clair et net. Maintenant, les KO qu'il a pris Projaska, je pense que sa confiance en lui a diminué. Peut-être que ça explique aussi le fait qu'il soit un peu moins sautillant dans la cage, un peu moins imprévisible. Il fait peut-être beaucoup plus attention à ce qu'il fait.
Forcément, Pereira peut mettre KO n'importe qui, je l'ai dit. Maintenant, je vais plutôt y aller avec Jamal Hill. Le Jamal Hill de la grande époque, le Jamal Hill qui est devenu champion. C'est quelqu'un vraiment qui est très bon. Je vous invite à aller revoir ses combats. J'avais même fait une vidéo au moment de l'UFC 300 sur lui. Vous pouvez aller la voir si vous voulez. Donc j'irai avec Jamal Hill sur ce coup-là. Et ensuite, on arrive comme main event, Merab contre Oumar. Alors lui, Merab, je pense qu'il n'est pas du tout apprécié à sa juste valeur. Une cote à 3,20, je ne comprends pas. Oumar Nurmagomedov a été impressionnant, c'est vrai, mais le seul gros nom qu'il a accroché pour l'instant, c'est Cory Sandhagen, un combat qui a été très disputé, surtout au sol. Alors je me dis qu'au sol, Merab est censé être meilleur que Sandhagen. Les MMA, c'est pas des maths, je le dis à chaque fois, mais quand même. Par contre, debout, Sandhagen, je donne un avantage sur Merab. Et Oumar a su faire la différence debout face à Sandhagen. Donc Oumar peut-être plus complet, je ne sais pas. Merab, j'ai l'impression qu'on en apprend un peu plus sur lui à chaque combat. Je serais déçu que Merab perde tout de suite sa ceinture. Pour être honnête, il a eu une route compliquée pour y aller. Là, on le fait revenir dans des conditions un peu particulières. Vous avez vu, on parle aussi d'une blessure au tibia. J'espère qu'il ne sera pas affecté par ça. J'ai aussi l'impression qu'on commence à trouver les clés pour résoudre l'équation de la team Nurmagomedov, de la lutte dagestanaise. Oumar s'est passé tout proche contre Sandhagen, c'était très serré. Makachev, ça fait plusieurs combats que c'est assez serré. Le premier contre Volkanovski, le deuxième contre Poirier. Je pense que tout le monde a travaillé, hein. Quand tu es au top, là, les Dagestanais ont été au top pendant un moment, tu as la cible dans le dos, tout le monde essaye de te rattraper, donc forcément, l'écart se réduit petit à petit. C'est peut-être le moment où quelqu'un va réussir à faire dérailler le train. Je sais vraiment pas avec qui y aller sur ce combat. Oumar est impressionnant aussi. J'ai envie d'y aller avec Merab pour lui donner de la force, parce que je l'aime bien, parce que j'aime son style aussi, et parce que j'ai envie de voir si quelqu'un va enfin réussir à résoudre le puzzle de la team Khabib. Et puis le main event, Makhachev 1,28, favori, forcément c'est le champion, face à Arman Tsarukyan 3,55. Là aussi, j'ai beaucoup de questions à me poser. Est-ce que Tsarukyan, grâce à sa lutte, si Tsarukyan domine totalement Makhachev avec sa lutte dans le premier round, mentalement Makhachev, ça peut lui faire très mal. Debout, je donne quand même un avantage à Islam Makhachev. Je peux me tromper, je m'attends à un combat très serré. Tsarukyan a déclaré que ça allait très certainement se passer debout. Moi, j'espère que ça va aller au sol, j'espère que ça va lutter, j'espère qu'on va avoir du scramble. Pareil pour le co-main event, hein, d'ailleurs. Ça va vraiment être une soirée de dingue, on va avoir de super combats. Et j'espère qu'il va pas y avoir de loupé de pesée. Là, j'enregistre, on est le matin, la vidéo va sortir à 17h. Entre-temps, on saura si quelqu'un a loupé la pesée. J'espère que ça ne va pas avoir lieu. Et on devrait se régaler avec cet événement. Donc moi, je vais y aller sur ce combat-là quand même avec Makhachev, hein. Je pense que Makhachev va le faire. Donc voilà, mais ça risque d'être quand même très serré, une cote à 3,55. Je pense que c'est un peu abusé peut-être, mais je peux me tromper. Makhachev peut nous surprendre et finir le travail très rapidement. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Tout de suite, on passe à votre moment. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, commenter. On a passé les 4000 abonnés, ça me fait très plaisir. Merci de me soutenir. Et c'est votre moment avec la Minute Auditeur. Et on démarre avec Younes Rub qui me dit Brendan Allen, joueur de flûte professionnel. Il revient sur ce que je disais hier, hein, Allen qui est lui d'ailleurs aussi revenu sur son expérience parisienne face à Imavov, la pesée, les tests antidopage, tout ça, tout ce qu'il n'a pas aimé, la nourriture. Moi, Allen, je l'aimais bien. Je me suis vraiment intéressé à lui, ça fait peut-être 2 ans. Il avait fait une interview pour ESPN, je crois, très intéressante. Il parlait de la façon dont il abordait les combats avec son psychologue du sport. Il avait travaillé là-dessus, etc. Je l'avais trouvé très posé, très réfléchi, avec une vision long terme sur sa carrière. Mais plus je vois des interviews de lui, plus je trouve qu'il cherche souvent des excuses. C'est jamais de sa faute, c'est la faute des autres. Alors il dit, je vous dis ça, mais c'est pas une excuse. Ouais, mais tu le dis quand même et t'insistes dessus. Donc pourtant, dans la cage, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Je pense qu'il peut aller assez loin. Maintenant, peut-être que je me trompe. Cool de Shanghai, c'est le moment pour l'UFC de faire signer Patricio Pitbull. Ça fera un gros nom dans le roster. Il faut que les gros noms du Bellator suivent le même chemin que Pitbull dans l'espoir de signer à l'UFC. Des mecs comme Patchy Mix, Corey Anderson, le frère de Zabit, Hadji Maki, Ousmane Nurmagomedov, etc. Mais moi, tu sais, je suis pour qu'il y ait une grosse ligue avec tous les gros noms. Maintenant, forcément, pour la concurrence et les payes et les salaires, les combattants seraient peut-être perdants. Mais moi, j'ai toujours voulu ça, qu'il y ait une entité et qu'on sache qui est le meilleur au monde et que ça nous offre les plus beaux combats possibles. Bonne nuit qui me dit, pour samedi, je suis choqué de la cote de Merab. Vu ce qu'il a fait à Yann et Cerudo, vu les lutteurs d'exception qu'ils sont, mais je vois quand même Oumar vainqueur, mais dans un combat très serré. En tout cas, si je dois faire un combiné avec une super cote, je mettrais Merab et Jiri par KO, ça me paraît pas si risqué. Écoute, je sais pas du tout ce que ça va donner. Il y a aussi le game plan qui va rentrer en compte, hein. On sait que la team Nurmagomedov, elle arrive toujours avec une très bonne stratégie.
Bon, ceci dit, Merab avait réussi à surprendre O'Malley et son coach, hein. Son coach l'a déclaré avec leur stratégie. Donc ça va aussi se jouer là-dessus, je pense. Skill qui me dit Shiri Projaska a tellement tendance à bloquer les coups avec sa tête dans son style pour tenter des reprises en compte que je me dis que s'il continue comme ça, je lui donne zéro chance pour une future ceinture. Je suis d'accord avec toi, ça semble assez compliqué de prendre une ceinture quand tu as ce style de combat, surtout que le menton va commencer à s'effriter, la confiance en soi aussi va commencer. Donc je suis de moins en moins confiant pour Jiri Projaska. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui. Ah oui, il y avait Salim Martinoir qui me disait, dans une précédente émission, je disais que le banner aurait peut-être pu gagner le K1, en tout cas c'est le patron du K1 qui lui a dit ça, s'il avait su s'entourer d'une team et de garder toujours la même équipe autour de lui. Et toi tu me dis oui, est-ce que c'est ses coachs ou est-ce que c'est lui qui lâchait ses coachs à chaque fois? Lui dans le livre il n'incrimine personne et tu comprends plutôt que c'est lui qui avait envie de changement, qui avait envie d'aller à droite à gauche et c'est pour ça qu'il n'est pas resté avec la même équipe. Mais le banner, hein, je pense pas que ce soit le genre de mec à se trouver des excuses, pardon. Dans le livre, à aucun moment il se trouve des excuses pour ses défaites. Les seules fois il dit c'est moi, je me suis pas assez entraîné, j'ai pas été assez sérieux, je me suis perdu dans les soirées, etc. Donc non, non, aucune excuse pour le banner qui assume totalement ses erreurs. C'était tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine, on a un super week-end de combat qui arrive, on va vraiment se régaler, on débriefera ça ensemble la semaine prochaine. Passez une bonne soirée et un bon week-end, salut!